m'appelle Cristian Alonso Chavez-Ley, je suis ingénieur système DevOps, effectivement, ça veut rien dire. Et mon compte Twitter? Ouais, moi, c'est Michael Vaz, je suis ingénieur système. Vu que j'ai pas de compte Twitter, je vous ai mis mon LinkedIn, comme ça, si vous voulez communiquer après, il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de nous, on va parler de notre entreprise. Donc notre entreprise, c'est AT Internet. Donc c'est une boîte qui existe depuis un peu plus de 20 ans, qui fait du digital analytics et qui est plus souvent connue sous le nom de Xiti. Donc voilà, c'est une boîte bordelaise. Voilà. Tac. Voilà. Pour la petite intro, je veux savoir qui, bon, j'imagine, qui a déjà entendu parler de Kubernetes ou qui a déjà utilisé Kubernetes dans la salle? OK. Qui a déjà mis un prod sur Kubernetes? Bon, il y a moins de monde déjà. et qui est responsable de la plateforme Kubernetes de production? Parfait. Mais je pense que vous ne apprendrez pas grand-chose sur les trucs, je l'ai dit. Ça, c'est juste des petits trucs, astuces que nous, on a souvent à dire aux développeurs de notre boîte. Donc, pour le reste, pour une petite piqûre de rappel, Kubernetes, c'est une plateforme pour manager des workloads et des services sous forme de containers. Il sert à attribuer dynamiquement des ressources à partir des contraintes. Donc, c'est des déclaratifs. Tu ne lui dis pas comment est-ce qu'il faut qu'il fasse son taf. Tu lui dis, c'est ce que tu veux. Et lui, il fera en sorte, s'il en est capable, de te les donner. Donc, en gros, si on me demande qu'est-ce que c'est juste ça. Du coup, la partie gestion des ressources, c'est la principale responsabilité de Kubernetes. Avant de parler de gestion des ressources même, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes, l'unité critique. La définition officielle, d'après le site de Kubernetes, c'est un pod, ça peut être un ou plusieurs containers qui partagent le stockage et le stack réseau. Donc, d'un point de vue kernel, c'est le même namespace. Qui partagent une spécification sur comment il faut qu'il s'exécute, ou sur quel type de machine il faut qu'il soit alloué, etc. Et qui sont colocalisés et co-scheduled, qui est un pod, c'est l'unité de déploiement. On ne peut pas déployer quelque chose de plus petit qu'un pod. OK? Maintenant qu'on a dit gestion des ressources, il faut, d'un point de vue formel, quelle est la définition pour Kubernetes d'une ressource? Donc, une ressource, c'est quelque chose qui peut être consommé, demandé ou alloué par un pod. Par exemple, la mémoire, les CPU, l'IO, la bande passante, etc. Out of the box, quels sont les types de ressources qui existent sur Kubernetes? C'est les CPU et la RAM. Et depuis la version 1.14, il y a un truc qui s'appelle HugeSpace, qui est pour gérer de manière un peu plus fine l'allocation de la mémoire. On va se concentrer sur les deux premiers parce que c'est la même chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur les pods qui ont beaucoup d'activités disques ou sur lesquels on veut allouer un certain pourcentage de la bande passante sur une machine, mais on ne peut pas. En fait, il faut faire attention quand on déploie plusieurs pods qu'on sait qu'ils sont très intensifs d'un point de vue I/O, ils risquent de se marcher sur les pieds. Quand on fait de l'allocation, on le fait par rapport à quoi? On le fait par rapport à deux paramètres. C'est les requests et les limites. En gros, c'est par rapport à la ressource que j'ai choisie pour mon allocation, combien j'en demande et jusqu'à où je peux aller. Pour chaque container. On a vu qu'un pod, ça peut être plusieurs containers. Donc, l'allocation, ça sera la somme des requests. Donc, pour chaque ressource, en request, ça peut aller de 0 jusqu'à ce qui est allouable sur les nœuds, par rapport au type de nœuds. Et la limite, ça peut aller jusqu'à l'infini. Quand on dit que la limite, ça peut aller jusqu'à l'infini, c'est que quand on ne définit pas de limite, ça veut dire en gros qu'on permet au pod d'utiliser toutes les ressources de la machine s'il en est capable. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on demande plus de ressources que c'est ce qu'il est capable? Si on demande par exemple, j'ai vu 1200 gigas de RAM et dans la machine il n'y en a pas, ça ne va pas générer une erreur, ça va juste faire en sorte que ton pod n'est pas allouable. Il sera en état pending parce que techniquement il est valide. C'est juste qu'il n'y a pas dans le pool de ressources, il n'y a rien qui peut te remplir ta contrainte.
Un exemple d'allocation, c'est un truc tout bête, c'est un MySQL et un WordPress. On voit qu'il y a les requests et les limites sur tous les deux. Et on voit du coup qu'au niveau des requests, on demande 64 mégas et 250 millicores après, sur chacun. Donc la request du pod, c'est 128 mégas et un demi-CPU. Petit aparté sur les unités, la manière standard de gérer la notation, c'est un CPU correspond à 1000 millicores. Un millicore, c'est un millième de corps. Et c'est la plus petite unité de CPU qui est allouable par Kubernetes. Et la mémoire, on peut la définir par contre sur deux types de formats, en puissance 10 ou en puissance 2. Quelques conseils. Uniformiser les types d'unités que vous utilisez. Utilisez toujours des millicores. Si vous en avez besoin d'un CPU, mettez 1000 millicores et utilisez toujours des mégabytes. Pourquoi c'est important? Ça vous évitera de déclarer des milliers ou des centaines de CPU. Nous, on a eu le cas de quelqu'un qui avait mis 1250. Il voulait dire un quart de CPU, mais il a oublié de mettre les M. Mais du coup, on n'a aucune machine dans notre pool de ressources qui a 250 accords. Donc, c'est un truc qu'il devait voir après pour comment ça s'est fait, que ça fait 1 heure que j'attends et c'est toujours pas alloué. Il faut faire attention aussi quand vous vous demandez des ressources. Il ne faut pas aller jusqu'à 100% des ressources de la machine, parce qu'il y a un type de développement qui s'appelle le daemon set, dont on déclare un pod par unité, par nœud, et qui sera instancié de manière automatique. Et eux aussi, ils consomment de la ressource. Et après, il y a le pod système de Kubernetes lui-même. Petite note sur l'allocation aussi. L'allocation se fait seulement sur la request. Donc, si on dit par exemple qu'on veut un dixième de CPU, mais on peut aller jusqu'à utiliser toute la machine, la seule ressource qui te garantit, c'est ce que tu as demandé, pas jusqu'à où tu peux aller. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est important parce que Kubernetes permet de faire ce qu'on appelle de l'overcommit. L'overcommit, c'est quoi? C'est que la somme des limites qui sont déclarées dans les pods peut être supérieure à la capacité de la machine. Ça veut dire quoi, du coup? Ça veut dire que le scheduler, à un moment donné, si tu utilises des ressources, mais tu es au-delà de ce que tu as demandé, potentiellement, un pod de la machine peut partir, peut être tué. Le choix de quel pod sera tué sera fait par rapport à ce qu'on appelle un QS, la classe de qualité de service. La classe de qualité de service, c'est quoi? C'est 3 trucs. Ça peut être en garantie. C'est dans les cas où tu as exprimé juste la limite ou tes requests, la valeur de la request est la même que la limite. Tu peux être en burstable dans le sens où c'est ce qu'il me faut pour être allouable, c'est la request, mais je peux définir la limite. Si je ne définis pas, ça veut dire que je peux consommer jusqu'à l'ensemble des ressources de la machine. Ou en best effort, c'est quand je définis rien du tout, YOLO, s'il y a de la place, je me dis, oh, ouais, sinon, je risque de me faire tuer à n'importe quel moment. C'est important de savoir ce qui se passe, du coup, quand on arrive à la limite, soit de la machine, soit de celle qu'on a définie. Parce que Kubernetes définit deux types de ressources, exprime deux types de ressources. Celles qui sont compressibles, ça veut dire que quand tu arrives à la limite, on peut plafonner facilement l'utilisation des ressources, et au pire, ça sera plus lent, mais il ne va rien se passer. Et celles qui sont incompressibles, c'est quand tu arrives à la limite, ou tu essayes de les dépasser, ça va mal se passer. Un exemple de ressources compressibles, c'est les CPU. C'est que si tu essayes d'utiliser plus, tu arrives à ta limite, ça va juste plafonner. Le traitement sera peut-être plus lent, mais ça va s'arrêter là. La mémoire, par contre, est incompressible. Quand tu dépasses les limites de mémoire que tu as exprimées, ton pod sera tué. Et il ne va pas te demander, il sera juste tué, et il sera réinstancié, parce que comme on l'a fait de manière déclarative, ben, tu en auras un autre, et si tu arrives encore à ta limite, on part en boucle. Quelques conseils de coup. Nous, on interdit la classe best effort en production, donc on le conseille fortement. De mon point de vue, si tu ne définis pas de request, tu n'utilises pas Kubernetes en fait. Il ne faut pas hésiter à se demander la première fois, quand on a la question de « OK, mais du coup, combien de CPU il faudrait que je mette ?» Et je dis « mais j'en sais rien, comment il l'utilise? Est-ce qu'il y a des tests de charge? Quel est le comportement nominal de la production en instant T? Si vous ne le savez pas, au pire, demandez un peu plus. Et ne pas oublier par contre qu'il faut ajuster au fur et à mesure parce que bon, ça coûte. Voilà, donc maintenant on a décidé de vous parler des probes. En fait, c'est des questions, on a souvent des questions là-dessus de la part de nos développeurs. C'est quels sont les types de probes, quelles sont leurs différences, à quel moment je peux m'en servir, à quoi ils servent, tout ça. Donc,
ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prod, c'est un diagnostic exécuté sur un conteneur. Donc en fait, ça va permettre de connaître son état à Kubernetes et de savoir s'il a des actions à mener. Donc voilà, une belle image qui illustre cela. Donc il y a 3 types de probes. Il y a le liveness probe, le readiness probe et le startup probe. Donc les 2 premiers, c'est les plus connus. Le startup probe, c'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'il est un peu moins connu. Donc à l'intérieur de ces probes, on va pouvoir tester nos pods de 3 façons différentes, avec un exec action donc, qui va nous permettre de tester à l'intérieur du pod une commande pour voir si par exemple un fichier a été créé, si une connexion est faite ou si un script a été exécuté. Ensuite, on a les TCP socket actions qui en fait permettent de tester via une requête TCP. Donc là, c'est pour voir si par exemple un port est ouvert, donc si le process que l'on souhaitait à l'intérieur de notre pod est bien lancé. Et enfin, le dernier, c'est le HTTP get action, où là, en fait, on va faire une requête HTTP sur notre pod afin de voir si ça répond correctement. Donc si on a bien un code 200. Donc après, ce qu'il faut savoir, il faut faire attention, c'est qu'il y a une différence entre tester si le pod est en vie et si mon service fonctionne correctement. On peut avoir un pod qui est en bonne santé et malgré tout, notre service n'est pas forcément disponible. Donc si par exemple un pod a besoin d'accéder à une ressource externe de type base de données ou quoi, au niveau du liveness probe, il va peut-être dire que oui, il est bon parce qu'il va répondre 200 à une requête toute simple. Mais à côté de ça, si la connexion à la base de données n'a pas été faite, en fait, mon service ne fonctionne pas puisque je ne vais pas pouvoir requêter ma base de données. Donc le liveness probe, ça permet à KUTest de savoir quand redémarrer un pod. Donc là, pareil, c'est un exemple. Donc on fait un HTTP probe sur une route /ping. Donc là, si on a un code retour différent de 200, à ce moment-là, Kubernetes va redémarrer le pod et ainsi de suite. Donc là, ça va le faire au niveau, il va faire 3 essais et au bout du 3e essai, si c'est pas bon, il va redémarrer le pod. Ensuite, on a le readiness probe. Donc lui, il permet à Kubernetes en fait de savoir si le pod est prêt à recevoir du trafic. Donc là, si ce probe est en erreur, Kubernetes, ce qu'il va faire, c'est il ne va pas redémarrer le pod comme le liveness probe. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le sortir en fait du service qui est devant lui, afin que les nouvelles requêtes n'aillent plus sur ce pod jusqu'à que le problème soit résolu. Et donc le petit dernier, le startup probe, donc lui c'est en fait le tout premier probe qui va être testé en fait quand on va déployer un nouveau pod. Donc tant que celui-ci en fait il sera pas OK, on va pas aller sur les autres probes. Donc ça c'est quelque chose qui manquait au final et là on va être sûr que notre pod a bien démarré, qu'il va pouvoir commencer à recevoir du trafic avec tout ce qu'il faut derrière qui fonctionne. OK, là on a parlé de comment allouer de la ressource, comment tester si ça fonctionne. Et maintenant on va parler de affinité, comment choisir où est-ce qu'il est censé s'exécuter. Par défaut, il faut savoir que l'algorithme de scheduling, il essaie d'optimiser les ressources. Donc il ne va pas demander de nouvelles machines si on sait que si dans l'état actuel, ça peut tenir. Donc, mais par contre, des fois, on peut avoir besoin que certains types de workloads s'exécutent sur certains types de machines. On pense notamment des machines, peut-être qu'on a besoin de SSD ou dans des régions ou des data centers différents ou des GPU ou quelque chose comme ça. Ça peut être fait par rapport au type de machine, mais ça peut être aussi fait par rapport à ce qui s'exécute en instant T sur la machine. Quand vous choisissez sur quel type de machine vous exécutez, il faut utiliser la notation NotSelector, dans laquelle on demande en gros, OK, je peux m'exécuter que dans le type de machine qui ont déclaré un libellé qui s'appelle ThisType SSD. Ça part du principe, effectivement, que les nœuds ont des libellés SSD. Dans le sens inverse, on peut dire aussi de ce qu'on appelle de taint. Dans un taint, on l'exprime dans l'autre sens. On dit, j'ai interdit d'exécuter tout ce que n'a pas une tolération. Et là, par exemple, j'ai dit, ici, j'interdis. Moi, j'ai la capacité de m'exécuter sur des machines qui sont taguées avec le nom de mon équipe.
ces deux concepts doivent être faits à l'installation des nœuds. Donc, si vous savez quelque chose qui scale dynamiquement, pensez à rajouter les libellés à ce moment-là. La combinaison de ces deux contraintes permet de faire des machines dédiées aussi, soit des machines dédiées aux équipes, si on veut gérer la facturation au niveau de la VM et pas forcément au niveau des workloads, ou par rapport à l'étape de votre chaîne de traitement. Même chose au niveau des daemon sets. Quand vous rajoutez des taints, on peut potentiellement interdire, sans faire exprès, que les daemon sets s'exécutent. Et il y en a certains qui sont très utiles, comme là j'ai mis par exemple celui de Prometheus qui gère la métrique, mais ça peut être quelque chose qui gère les clés, ça peut être tout n'importe quoi. Donc pensez à modifier la configuration de daemon set avant de rajouter de nouveaux taints. Un concept similaire à notre selector, c'est le concept d'affinité. En réalité, normalement, c'est ce qu'ils disent dans la documentation, c'est que notre selector sera déprécié à terme, parce que ça veut dire, c'est ce qu'on appelle une contrainte forte. Et ça revient à dire la même chose en infinité. C'est j'ai besoin forte, je ne peux pas m'exécuter si cette contrainte n'est pas respectée. Tu peux dire aussi, avec infinité, c'est ce qu'on appelle une soft constraint, c'est-à-dire je préfère de m'exécuter sur cette type de machine s'il y a de la ressource disponible, et s'il n'y en a pas, ben, tant pis, je m'exécuterai sur quelque chose d'autre. Ici, dans l'exemple, on exprime une affinité par rapport au son de dispo, et je préfère de m'exécuter sur les types de machines qui sont taguées d'une certaine façon. Kubernetes lui-même tag les nœuds déjà avec tout un tas de libellés par défaut. Les hostnames, le nom de la zone, la région, type de machine, type d'OS, parce qu'on peut faire de Windows maintenant, et type de CPU, etc. Le concept existe aussi au niveau des pods, de dire je veux m'exécuter quand il y a mon petit copain sur le même type de machine où il y a mon petit copain, et ça s'exprime à partir d'une contrainte qui s'appelle le topology key. Il est libellé building par défaut. Les pods d'affinité et anti-affinité n'est pas conseillé sur des clusters qui font plusieurs centaines de nœuds parce qu'il est un peu consommateur en ressources. Les pods d'anti-affinity, pour que ça fonctionne correctement, nécessitent que la topology key existe sur l'ensemble des machines. Donc, si vous allez partir sur quelque chose de custom, faites attention à tout taguer, parce que sinon, les comportements, ça peut être un peu bizarre. Et c'est des types de choses qui sont un peu compliquées à débugger aussi. Un exemple d'affinité, c'est les default backend d'Nginx, dans lequel j'ai dit j'ai besoin de m'exécuter sur des choses avec des hostnames différentes. Par contre, comme je sais que je suis souvent appelé par les pods d'Nginx, j'ai besoin de m'exécuter sur le même type de machine. Autre exemple d'anti-affinité, c'est Nginx lui-même, dans le sens où je préfère de m'exécuter sur des zones de dispo différentes pour améliorer un peu la haute dispo. Et par contre, j'ai besoin de m'exécuter sur des machines différentes. Autant, s'il y a une région qui tombe, c'est pas grave s'il y en a moins. Autant, j'ai besoin que les machines elles-mêmes soient différentes. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un problème sur la machine, je ne veux pas perdre tout mon ingress. Quelques conseils. Définir des pods d'anti-affinité quasiment de manière systématique, au moins en preferred, avec soi-même, pour améliorer la haute dispo. En fait, vous augmentez le risque de crash si vous déployez plusieurs pods sur la même machine. Si tout votre workload est sur une machine, ça veut dire que si jamais elle tombe, les services s'arrêtent. OK, donc maintenant je vais vous parler de la partie autoscaling. Donc là c'est pareil, c'est une partie sur laquelle on a eu pas mal de questions de la part des développeurs. Donc c'est pas mal de revenir dessus. Donc il faut savoir qu'il y a deux types de scaling. Donc on va avoir un scaling au niveau du pod et un scaling au niveau de la machine. Donc le scaling au niveau du pod, c'est ce qu'on appelle l'horizontal pod autoscaling, qui va permettre en fait de gérer le nombre de réplicas directement au niveau du deployment ou du stateful set. Donc réplica set et réplication controller, on vous l'a mis, mais maintenant c'est déprécié. Donc le fonctionnement en fait du HPA, c'est que tout d'abord en fait on va vérifier des métriques. En fonction de ces métriques-là, si on atteint un seuil, bah, du coup le HPA va rajouter des nœuds au niveau de notre des pods au niveau de notre deployment. Donc les métriques, bah, du coup c'est intéressant parce que c'est ce qui va être vérifié par Kubernetes.
Donc il y a 3 types différents de métriques. On va avoir les ressources métriques de type CPU, mémoire. Après Custom Metrics, ça va être des métriques en fait, qui vont être exposées à l'intérieur du cluster. Donc par exemple des paquets par seconde par pod ou des requests par seconde par ingress. Et enfin, l'external metric, ça va être des métriques qu'on va aller chercher à l'extérieur du cluster. Donc ça peut être des métriques Datadog, ça peut être des métriques qui concernent une queue ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien de vouloir jouer avec les métriques, mais d'abord, il vaut mieux commencer à regarder ce qui existe déjà. Donc il y a des custom metrics providers. Donc pour commencer, on peut se baser sur des métriques Prometheus, Azure, Google ou Datadog. Et puis il faut vérifier aussi le type d'API en fait, qui est installé sur le cluster, donc via cette commande-là. En fait, parce que pour la partie HPA, il y a plusieurs versions d'API. Et selon la version d'API qui est installée sur votre cluster, vous n'allez pas forcément pouvoir vous baser sur les mêmes métriques. Donc ça, c'est un point important à vérifier. Donc voici un exemple de HPA. Donc là, l'API version, en fait, c'est ce qu'on a en haut, là, ce que je viens de vous dire. Donc là, c'est la dernière. Voilà. Donc là, avec le minimum de réplicas que l'on souhaite, le maximum. Et ensuite, selon le résultat des checks de métrique, ça va osciller entre 3 et 10. Donc là, sachant qu'on fait une vérification au niveau du CPU. Donc pour faire des vérifications de type ressources métriques, ce qu'il faut vérifier, c'est que Metric Server est bien installé sur le cluster. Donc pour ça, on exécute cette petite commande, donc kubectl top node pour avoir les ressources concernant le nœud, ou pod concernant un pod. Donc là, si on a une réponse, ça veut dire que Metric Server est bien installé, donc on va pouvoir baser nos métriques là-dessus. Il faut faire attention à savoir que l'average utilisation se base sur la request. Donc voilà, et puis toujours vérifier les API versions déployées sur le cluster. Et toujours utiliser la dernière API disponible, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le deuxième type de scaling, ça va être le scaling de nœuds. Donc là, c'est bien beau de rajouter des pods, mais au bout d'un moment, si on n'a plus de ressources disponibles sur les nœuds, du coup, on va être bloqué. Donc le sizing du cluster, il va se faire dans les deux sens. Ça va rajouter des machines, comme ça va pouvoir en enlever. Donc l'ajout de machines se fait avec une vérification au niveau des pods en attente, au niveau des ressources, donc en pending. Donc là, comme disait Chris tout à l'heure, si on demande trop de ressources, on peut avoir un pod qui va rester en pending un petit moment. Du coup, là, le cluster autoscaler, lui, va quand même vérifier si la demande qu'on a fait, elle est logique ou pas, quoi. Si on demande 250 CPU, comme l'a dit Chris tout à l'heure, là, il va savoir qu'il n'a aucune machine disponible avec une telle architecture, et donc il va pas rajouter de nouvelles machines. Et ensuite, s'il détecte que des nodes sont sous-utilisés, du coup, il va commencer à réfléchir à enlever des machines, et puis il va faire sa petite tambouille, histoire de déplacer des pods et compagnie si nécessaire. Donc voici le workflow. Donc là, on voit bien que il y a des pods en pending. Donc là, le cluster autoscaler, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander au niveau de notre provider de rajouter des machines. À ce moment-là, il rajoute une machine, et puis les pods peuvent être schedulés. Et voici la liste des cloud providers supportés par le cluster autoscaler. Voilà, avec à chaque fois le lien qui va bien et tout. On ne l'a pas dit, mais en fait, il y a la présentation, elle est disponible en bas si vous souhaitez la consulter plus tard. Je vais tuter tout à l'heure les liens. Ouais. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a des interruptions de service et comment est-ce qu'on peut les gérer? Kubernetes définit qu'il y a deux types d'interruptions de service. Ceux qui sont involontaires, sur lesquels un acte de Dieu, erreur sur les hardware, ou quand il y a un kernel panic ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'on appelle les interruptions volontaires. On fait une mise à jour, les clusters downscale par rapport au cluster autoscaler, etc. Ou qu'on a besoin de libérer de la place pour exécuter un daemon set. La question, n'est pas est-ce qu'une erreur peut se reproduire. On sait que des erreurs peuvent se reproduire, des interruptions de service, ça arrive. La question, c'est comment est-ce que nous, on fait face à ce type d'interruption.
pour faire face du coup aux disruptions, c'est on a pour ceux qui sont involontaires, à peu près la seule manière de faire face, c'est des réplicas d'Affinities, de mettre de la haute dispo, en gros. Pour les interruptions volontaires, on peut limiter quand même le nombre de pods qui ne sont pas vivants, qui ne sont pas utilisables à un instant T. Pour faire ça, on utilise un type d'objet qui s'appelle un PDB, un Pod Disruption Budget, et dans lequel on peut définir quel est le nombre minimum de pods qu'on veut qu'ils soient toujours exécutables ou le nombre maximum de pods qu'on se permet de perdre. Et bon, et là, il est dit d'auto-matcher avec les pods qui ont été libellés. Là, c'est ce qu'il fait. Par exemple, dans le cas d'une montée de version, c'est qu'il y a deux machines dans lesquelles on dit là, il n'y a plus rien qu'il faut que ça s'exécute. On a réussi à bouger un, et lui, il sera pas. S'il y a un PDB à 1, il ne sera pas bougé tant que lui, il soit capable de recevoir du trafic. Quelques conseils. Permettre toujours une interruption supérieure à 1. Bon, déjà, mettez au moins minimum 3 pods sur n'importe quel de vos workloads. Pourquoi c'est important? Parce que de mettre une interruption supérieure à 1, parce que si on n'accepte pas qu'aucun de nos pods s'arrête, ça peut potentiellement bloquer une mise à jour de cluster, en fait. Donc, parce qu'il n'y a aucune machine qui sera capable de remplir le PDB si on n'accepte pas d'interruption. Donc maintenant, moi, je vais vous parler de la partie DNS. Donc là, c'est suite à des problèmes qu'on a rencontrés en fait avant de passer en production. Donc, il y avait certaines de nos équipes en fait qui se retrouvaient avec des timeouts DNS aléatoires lorsqu'ils appelaient des ressources externes ou internes au cluster. Donc, on a passé pas mal de temps là-dessus. On a retourné GitHub dans tous les sens. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous, si ça peut vous éviter d'avoir le même problème. Donc ça, c'est la config par défaut d'un pod au niveau DNS. Donc on voit la partie name server, en fait, ça correspond à l'IP du service core DNS. Ensuite, on a les domaines de recherche. Et enfin, l'option ndots A5. Donc là, pour plus tard, je vous le dis, il y a 4 domaines de recherche. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est un petit passage du man de resolve.conf sur la partie ndots. Donc on voit que par défaut sur Linux, cette valeur, elle est à 1. Alors que, comme on a pu le voir ici, au niveau des pods, par défaut, c'est 5. Donc on se dit qu'on peut peut-être avoir des comportements bizarres. Ce que ça veut dire, ce ndots A5, en fait, c'est que quand, depuis l'intérieur d'un pod, par exemple, je vais appeler http://bin.org, il va faire une première requête en rajoutant le premier domaine de recherche, le default.svc.cluster.local. Il ne va pas avoir de réponse, donc il va passer au deuxième domaine de recherche, http://bin.org.svc.cluster.local. Au troisième, il n'a toujours pas de réponse, donc il continue. Quatrième, toujours pas de réponse. Et enfin, il tente du coup le http://bin.org. Donc en fait, ça correspond à la valeur du ndots qu'on avait tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez beaucoup d'appels sur vos serveurs DNS, au lieu que vous ayez la réponse en un appel, vous allez peut-être l'avoir en 5 appels. Donc quand on multiplie ça par 1000, 10 000 appels, 1 million d'appels, vous multipliez par 5 à chaque fois. Ce qui veut dire que votre serveur DNS, il peut avoir des problèmes par la suite. Donc une fois qu'on avait modifié ça, on avait encore quelques problèmes. Ça allait mieux, mais on avait quelques problèmes encore. Et du coup, là, on a regardé du côté de cette option-là, la Single Request Reopen. En fait, cette option-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez faire une requête DNS, il va faire une requête pour avoir une résolution en IPv4 et une résolution en IPv6, mais tout ça via le même socket. Et il va attendre en fait la réponse des deux pour aller plus loin dans son processus. Sauf que ça peut arriver qu'on se prenne un timeout sur une des deux réponses. Et donc là, c'est toute votre résolution DNS qui est foirée. Et du coup, vous allez prendre un timeout. Donc ces timeouts, souvent, ils sont de 5 secondes pour la partie DNS. Voilà.
Donc ce que je disais, ce n'est pas forcément un problème hardware. C'est en fait un problème au niveau kernel, c'est une lib qui pose souci. Donc nous, ce qu'on a fait, en fait, on a fixé les end.1. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on a activé cette option-là, la single request reopen. Le fait de fixer la valeur du end.1, en fait, ça a quand même impacté nos équipes de dev parce qu'en fait, quand on fait des appels d'un autre service dans le même namespace, on peut très bien utiliser juste le nom du service. Le fait de passer le end.1 à 1, ben, du coup, il ne va pas essayer avec tous les domaines de recherche, et donc ça va plus marcher. Donc là, on leur a dit de passer par le FQDN, donc vraiment le nom complet, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, le nom du service, le namespace, .svc, .cluster, .local. Et donc ça, en fait, on l'a fait de manière individuelle sur chaque pod, via le déploiement, mais pas au niveau cluster, parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y a des composants système qu'on ne gère pas forcément, et qui, eux, peut-être, font des appels via juste le nom du service. Donc plutôt que de tout casser, on s'est dit on va faire ça indépendamment sur chaque déploiement. Et comme ça, on est sûr de ne pas impacter les composants tiers. Donc là, c'est ce que je mets ici. Et donc voici un exemple de comment on a activé l'option single request reopen et comment on a fixé la valeur de ce end.dots à 1. Voilà. OK. Donc, comment on gère la configuration dans les applications dans Kubernetes? Il y a un objet qui s'appelle config map qui te permet de déclarer soit des variables d'environnement, soit des fichiers. Et c'est ce qui permet d'avoir les mêmes déploiements, mais des comptes différents pour integ, pré-prod, prod, etc. Pour les variables d'environnement, bon, il y a une syntaxe juste un, et on lui dit, on fait référence à la config map, et ça veut dire que le pod aura ces variables d'environnement valorisées. Pour des fichiers, il faut juste penser que c'est des volumes qui seront déclarés, qui seront montés et accessibles depuis vos pods. En fait, la partie qui nous intéresse et sur laquelle on a eu beaucoup de soucis et qu'on explique souvent, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met à jour la configuration, en fait, du point de vue d'un config map. En réalité, dans Kubernetes, il garantit que quand on met à jour la config map, la propagation de la mise à jour soit automatique. C'est lui qui gère. Donc, la config map, en réalité, sera mise à jour. Le problème, c'est que probablement, votre application ne sera pas mise à jour. Pourquoi? Parce que la plupart des applications lisent les variables d'environnement ou des fichiers à l'instanciation, mais ils les lisent qu'à l'instanciation. Donc, la config map, elle est correcte. C'est juste que ton appli n'a pas les bonnes valeurs. Les pods qui sont en running n'auront pas la nouvelle configuration, effectivement. Du coup, la solution simple, c'est qu'il faut les restarter, il faut les tuer, et au moment de leur instanciation, ils auront la nouvelle configuration. Une manière de forcer ça, et pour ne pas avoir à faire kubectl delete à chaque fois que je mets à jour ma config map, c'est que nous, ce qu'on conseille de faire, c'est on peut mettre un checksum du fichier config map en tant qu'annotation de déploiement. C'est ce qui va dire que si les fichiers de config map changent, du coup, les checksums ne seront pas les mêmes. Du coup, il va voir que ce n'est pas les mêmes déploiements et il va forcer le update policy que vous avez déclaré au sein de votre objet pour vos pods. Là, on le fait avec la syntaxe un peu pour Helm, mais tu peux faire la même chose en mode warrior avec SED ou YQ, des choses comme ça. Il y a une commande qui existe maintenant pour pouvoir faire exactement la même chose qui s'appelle kubectl rollout restart, mais ça n'existe que depuis la version 1.15. Sachant que l'issue existe depuis 2015 parce qu'il y a eu des discussions qui ont pris des années. Est-ce qu'on en a besoin? Non, pas vraiment, etc., etc. Bon, au final, ils ont fini par les rajouter. Du coup, c'est ce qu'on conseille, c'est à chaque mise à jour d'un config map, forcer, indépendamment de votre version de Kubernetes, forcer quand même les restarts de pods. Pourquoi? Parce que si vous avez des choses de type HPA, ça veut dire que les containers qui tournent en instant T auront l'ancienne version, mais ceux qui vont commencer à popper de manière dynamique auront la nouvelle. Du coup, comment votre application se comporte quand il a les deux configurations qui sont live en même temps, ça dépend de votre appli. Prenez pas les risques, forcez les restarts quand même. Il faut se rappeler qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir une seule config map avec l'ensemble des variables d'environnement de tout le monde, parce qu'on peut les merger à l'exécution. Et s'il s'agit de mettre des mots de passe ou des clés ou des choses comme ça, n'utilisez pas de config map, utilisez plutôt un objet qui s'appelle secret, qui se comporte plus ou moins de la même manière,
mais dont l'objectif, c'est de gérer des informations confidentielles. Voilà, et du coup, pour terminer, on va vous parler de quelques outils qu'on a découverts au fur et à mesure. Donc, on a commencé, on n'avait rien, et puis donc c'était un peu embêtant à force. Donc, on va vous parler de ces outils-là. Donc, le premier, c'est le JSON Pass. Donc, ça permet en fait de faire des requêtes un peu plus poussées via kubectl. Donc, un exemple là, c'est pour récupérer les pods en QoS best effort. Donc on va commencer par un getPod et puis après, du coup, on va requêter via du JSON pour avoir le résultat. Voilà, donc ça c'est support natif kubectl. Et afin de vous entraîner, vous avez un simulateur online pour faire vos essais parce que quand vous voyez la syntaxe, vous vous doutez bien que ça ne sera pas forcément du premier coup que vous allez avoir le résultat attendu. Donc le deuxième outil, on va dire outil, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est tous les alias en fait. Parce que quand vous faites du kubectl à longueur de journée, ça peut être sympa d'avoir moins de lettres à taper. Donc voilà, ça c'est les alias les plus répandus. Ensuite, on va avoir kubectx. Donc ça, c'est un outil qui permet de switcher facilement d'un cluster à un autre. Donc c'est pas mal quand vous avez plusieurs clusters. C'est en une commande, comme ça vous changez de contexte. Et donc nous, c'est utile vu qu'on a plusieurs clusters à gérer. Et du coup, on bascule de l'un à l'autre assez facilement. Et voilà, c'est pas mal. Et puis après, il y a son pendant pour la partie namespace. Donc ça, c'est fait par le même développeur. C'est kubens. Donc pareil, qui permet en fait de basculer sur un namespace en particulier plutôt que de faire votre commande kubectl-n, le namespace. Si vous savez que vous allez bosser sur un namespace en particulier, vous pouvez le fixer de cette façon-là assez facilement. Et puis revenir en arrière avec le kubens moins et compagnie. Et ensuite, le kubps1, donc ça c'est quelque chose que j'utilise et qui est pas mal. C'est en fait, ça vous permet d'avoir le contexte dans lequel vous êtes, donc le namespace, le cluster. Donc via les commandes qu'on a vues avant, on peut basculer facilement de l'un à l'autre, mais si après on ne sait plus forcément où on en est, c'est pas forcément utile, quoi. Donc là, ça nous permet d'afficher le namespace courant et le cluster courant. Ensuite, on va avoir kubetail. Donc ça, c'est une commande qui va vous permettre en fait de vérifier les logs de plusieurs pods en même temps. Donc c'est pas mal parce que comme le disait Chris, au final, ce qu'on conseille, c'est de mettre plusieurs réplicas par pod. Si vous avez un pod Nginx et que du coup vous voulez regarder les logs, ça va, vous faites une commande kubectl logs, vous avez les logs. Si vous en avez 3, en fait, vous allez devoir avoir 3 invites de commande et puis afficher les logs en parallèle. Donc ça, c'est pas très pratique. Et du coup, cette commande elle permet en fait de consulter les logs de tous les pods en même temps. Donc chaque pod a une couleur différente et ça permet de tout voir. Bon, après, il ne faut pas trop cligner des yeux parce que ça peut vite défiler, mais voilà. Ensuite, on va voir KubeForward. Donc ça, c'est pas mal dans le cadre du dev aussi. Ça vous permet en fait, depuis votre poste, d'appeler des services distants, mais en utilisant du coup le nom du service. Donc si par exemple, vous avez un service Nginx ou quelque chose comme ça qui est sur le cluster, que vous, depuis un autre pod que vous êtes en train de tester, vous voulez faire vos appels à votre service, du coup, vous pouvez tester facilement depuis votre poste sans avoir à déployer sur le cluster. Et le dernier, donc ça, c'est contrairement aux autres, là, tous ceux qu'on a vus, c'était des outils que vous installiez sur vos postes clients. Ça, c'est un composant qu'on peut installer sur vos clusters et du coup qui va vous permettre en fait d'avoir un état de santé de votre cluster, donc qui va vérifier si sur un namespace en particulier il y a un pod qui a trop redémarré sur les 5 dernières minutes. Donc là vous allez pouvoir relever une alerte. Ça va tester aussi de temps en temps via un daemon set s'il arrive bien à déployer des pods sur l'ensemble des nœuds. Donc il teste, ça marche, hop, il enlève tout et voilà, il va faire ça de temps en temps. Et ça permet aussi de voir que du coup les composants système sont en bonne santé ou pas. Et puis il fait d'autres trucs, mais ça je vous laisserai regarder un peu plus en détail.
Du coup, ça, c'est principalement des fonctionnalités qui sont propres à Kubernetes. Sur quoi on est en train de... Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment? Pattern Service Mesh, qui te permet de faire tout un tas de trucs. Il y a un conf Istio tout à l'heure. Istio, c'est une implémentation de Service Mesh. Je vous conseille fortement de vous intéresser sur ça parce que c'est assez puissant quand même, même si c'est complexe. Celui sur lequel nous, on a déployé, c'est Istio, qui fait tout un tas de trucs et qui a aussi tout un tas de composants. Hop. Un truc très bête, mais Kubernetes te permet de définir ce qu'on appelle des admission controllers. En gros, avec un outil qui s'appelle OPA, ou tu peux l'écrire toi-même, mais OPA, c'est quelque chose qui te permet, avec une syntaxe qui s'appelle du Rego, tu peux définir les règles qui disent, par exemple, nous, on n'accepte pas des déploiements ou des pods qui n'ont pas défini de request. Au lieu de devoir vérifier a posteriori s'il y a rien s'il y a quelque chose qui n'est pas bien déclaré, t'interdis l'exécution tout simplement. Pour la partie sécurité, il y a un outil qui s'appelle Falco, qui te permet de savoir quel utilisateur a réalisé quelle action sur quel namespace ou sur quel pod, sur quelque chose. Pour faire des traces de traçabilité, c'est important et intéressant. Et du coup, pour conclure. Voilà, du coup, on va conclure. Donc, comme vous le savez sans doute, l'écosystème Kubernetes, ça va très vite. Donc, il faut se tenir à jour. Mais après, c'est pas parce qu'il y a du coup une nouvelle techno, un nouveau truc qui sort que faut foncer. Si vous avez un outil qui fait le boulot jusqu'à présent, étudiez vraiment les efforts de migration et compagnie. Ça ne vaudra pas forcément le coup. Après, c'est ce qu'on a vu à tout ça aussi, c'est qu'on voit qu'avec des outils de type Kubernetes, les paramètres de responsabilité ont changé en fait. Parce qu'avant, c'était le boulot de quelqu'un d'autre de penser à la haut dispo, de penser à tout ça. Et maintenant, on peut le faire à la demande, sachant que partant du principe que tu sais quoi demander. Notre boulot aujourd'hui, c'est passer pas mal de temps avec le développeur pour le conseiller sur okay, qu'est-ce qui fait l'application et comment est-ce qu'on pourrait améliorer les conditions d'exécution en fait. Maintenant, c'est votre boulot d'y penser. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, pas grand-chose. Il nous reste 2 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Non, mais sinon... Ah, il y a quelqu'un en fond. Un monsieur là-bas, ouais. Bonjour. Bonjour. Salut. Merci pour la presse. Moi, j'ai une question. Alors, c'est un truc que justement j'ai aussi et que j'adresse. Au niveau de la sécurité, donc il y a la sécurité des pods, enfin des conteneurs Docker. Surtout qu'il y a eu une grosse faille de sécurité sur les repos Docker.io. Donc, est-ce que vous l'adressez aujourd'hui? Et de la même façon, au niveau des nodes, des worker nodes, typiquement, moi, je suis chez Azure, donc ils nous redémarrent assez régulièrement pour faire les mises à jour. Donc, chez qui vous êtes et comment est-ce que vous gérez ça? Nous, on tourne sur AWS, mais on n'utilise pas les services managés et les mises à jour et tout ça, on les gère nous-mêmes en fait. Donc, à partir du moment où on voit qu'il y a quelque chose d'important, c'est pour ça que l'histoire de PDV à Passero, c'est important parce que si on a besoin de lancer une mise à jour, un PDV peut l'interdire. Donc, on les fait nous-mêmes, en gros. Et pour la partie sécurité, du coup, c'est quelque chose qu'on a identifié, mais voilà, on l'a dans le backlog et puis ça viendra pour le moment, on ne le traite pas forcément encore. Après sécurité, il y a plusieurs types en fait. Si c'est des questions d'accès, OPA peut t'aider, dans le sens où qui a accès à quel type de route, etc. Si c'est sécurité, par exemple, entre la communication, un service mesh, par exemple, peut activer le mode HTTPS, ou peut activer un TLS entre les sidecars sans avoir besoin de changer ton code applicatif en fait. Parce que comme tu découples l'intelligence un peu du réseau de l'exécution elle-même, tu peux l'activer sans savoir rien y toucher. En réalité, tu touches au fichier de config d'Istio. Mais je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que c'était plus sur les images Docker, c'est ça? Oui, enfin, il y avait effectivement cette partie-là, mais il y a aussi la partie image Docker où potentiellement, si on tire une image de Docker.io ou autre, on peut se faire verrouler en fait et on peut se faire pourrir tout le cluster. Quoi. Ouais, donc sur ça, ça dépend de la plateforme sur laquelle tu es. Et après, il y a un outil qui s'appelle Claire, par exemple, qui te permet de faire, qui est fait par CoreOS de mémoire, qui te permet de faire des vérifications des images. Mais là, pour le coup, c'est pas
on ne le ferait pas forcément au niveau du run, mais plutôt au niveau de delivery pipeline, en fait. Il faudrait que quand on build des images, vérifier l'image que tu pulls. Et ça dépend beaucoup de l'infra que tu as à ce moment. Est-ce que tu fais du mirroring? Est-ce que tu le fais au moment de la pouler pour le mirror? Est-ce que tu le fais au moment que tu la build? Il y a plein d'options. On peut en parler plus en détail après, si tu veux. C'est bon? OK, ben sinon, question au bar. Merci de votre attention. Merci.